Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Alors aujourd'hui je vous ai fait une traduction et le doublage d'un documentaire vraiment essentiel pour comprendre à quel point la destruction de nos paysans est totalement planifiée depuis 30 ans. Aujourd'hui on en parle beaucoup plus car c'est clairement à l'ordre du jour d'un agenda planétaire que nous allons devoir subir de plein fouet si nous ne réagissons pas en bloc maintenant et tout de suite. Alors abonnez-vous à la chaîne mes amis, activez la cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. C'est crucial en cette forte période de censure. Je remercie également toutes les personnes qui m'aident financièrement sur Tipeee et me permettent de produire des vidéos comme celle-ci. Merci vraiment à vous tous. Alors on va commencer de suite et regardez bien jusqu'à la fin pour comprendre tout le processus mis en place pour tuer définitivement nos petits paysans, nos petits agriculteurs, voler leurs terres et ensuite voler les nôtres. Car oui, c'est également à l'ordre du jour. D'ici 2030, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Alors le combat de nos paysans, c'est aussi notre combat, c'est le combat de tous les citoyens et c'est maintenant. Je vous aime très très fort les amis et bon visionnage. Dernier rapport des Nations Unies sur la faim dans le monde montre que nous reculons. Au moins 828 millions de personnes ont souffert de faim d'une manière ou d'une autre au quotidien l'année dernière. Les prix du blé et d'autres produits agricoles ont augmenté de façon exponentielle et le pouvoir d'achat des gens diminue. Ils s'appauvrissent et mangent donc moins. Nous nous trouvons donc dans une situation qu'il n'y a pas d'autre terme que de qualifier de crise. Nous vivons une crise alimentaire mondiale. Il est probable que vous ressentiez déjà l'impact de cette crise, que ce soit en constatant la hausse des prix des denrées alimentaires et lors de vos achats hebdomadaires ou en constatant que les stocks sont limités au supermarché. Tout a augmenté, les prix ont grimpé en flèche. En ce qui concerne la pénurie alimentaire, oui, nous avons parlé de pénurie alimentaire et elle sera réelle. Nous sommes au beau milieu d'une crise climatique et pourtant nous devons nourrir une population croissante tout en opérant des changements. Cette salade de grillons pourrait être la clé pour résoudre les pénuries alimentaires mondiales. On dit qu'elle a le goût du poulet. J'ai toujours aimé tout ce qui contient des fourmis noires parce qu'elles ont une saveur unique, de zeste de citron et de poivre. Le résultat final est un encas, des grillons entiers grillés ou de la poudre de protéines pour les bars et le granola. C'est un petit pas vers un grand mouvement, ce qui est passionnant. Le journalisme indépendant en 2023 est un peu compliqué. Il y a des milliers d'histoires qui circulent et il est difficile de décider lesquelles méritent le plus d'attention. Ici, à Fact Matters, nous avons passé beaucoup de temps à couvrir la crise alimentaire mondiale. Peut-être vous en avez entendu parler. Bonsoir, voici un rayon de supermarché américain. Les prix des denrées alimentaires montent en flèche dans les épiceries du monde entier. Et si vous écoutez les dirigeants du monde entier, ils vous diront que c'est dû au changement climatique. Et leur solution pourrait vous surprendre. Il existe 1900 espèces d'insectes comestibles sur la planète selon les Nations Unies. Cela pourra bien être votre futur dîner, je m'explique. Les responsables de certaines des organisations les plus puissantes de la planète ont déterminé que l'agriculture, et plus particulièrement l'agriculture animale, était responsable du réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique est responsable des prix élevés des denrées alimentaires ainsi que des pénuries de nourriture. En remplaçant le bœuf, le poulet et le porc par des grillons, des fourmis et des vers de farine, nous pourrons arrêter la hausse des températures, faire baisser le prix des denrées alimentaires et peut-être même sauver la planète. Cependant, dans cette émission, nous avons passé beaucoup de temps à parler avec les fournisseurs de nourriture, c'est-à-dire les agriculteurs. John, merci à vous de nous avoir rejoints. Leur histoire est très différente. Leur histoire suggère que ces prix élevés et ces pénuries alimentaires n'ont pas grand-chose à voir avec le réchauffement climatique, mais qu'ils sont plutôt le résultat direct d'une politique environnementale qui a été conçue il y a plus de 30 ans. La députée de Californie a la parole. Merci, Monsieur le Président.
La loi sur le leadership environnemental du sommet de la Terre, comme on l'appelle, nous donne l'occasion de poursuivre l'important travail du sommet de la Terre pour développer son plan d'action, l'agenda 21, en vue d'une action environnementale mondiale. L'agenda 21 était censé être l'agenda du XXIe siècle. Il s'agit d'un document très complet. Si vous le lisez, vous verrez qu'il s'agit de centaines de pages qui régissent tous les aspects de la vie, de l'éducation à la politique, d'aménagement du territoire en passant par l'économie et le droit. Tous les domaines de la vie y sont abordés. L'agenda 21, le plan directeur des Nations Unies pour l'humanité, a été adopté en 2000. Aujourd'hui, il est plus communément appelé l'agenda 2030 comme l'année 2030. Grâce à cette politique, les Nations Unies ont établi 17 objectifs de développement durable. Des choses comme la fin de la pauvreté et l'égalité des sexes. Ces 17 objectifs de développement durable sont ensuite divisés en 169 objectifs individuels qui doivent tous être atteints pour chaque nation de la planète d'ici à 2030. Est-ce possible? Probablement pas. Mais il est bon d'avoir des objectifs, n'est-ce pas? Il est absolument impossible de mettre en œuvre ces objectifs de développement durable, de les suivre et de les contrôler sans anéantir totalement la liberté individuelle. Certains de ces objectifs semblent intéressants. Qui pourrait être contre l'éradication de la famine? Le problème, c'est que lorsque l'on fixe un objectif aussi nébuleux, il faut que l'État dispose d'un pouvoir total pour pouvoir l'atteindre. Et bien sûr, il n'y parviendra jamais, c'est vrai. Il n'y a aucun moyen d'éradiquer littéralement la pauvreté de la surface de la Terre. Mais cela donne aux gouvernements et aux institutions mondiales comme l'ONU une excuse facile pour faire ce qu'ils veulent sous prétexte d'atteindre ces objectifs. C'est vrai. Comment les gouvernements peuvent-ils atteindre tous ces objectifs de développement durable sans microgérer tous les aspects de notre vie? La production alimentaire en fait évidemment partie et comme la nourriture est produite littéralement partout dans le monde, la seule façon de couvrir cette histoire est de voyager à travers le monde et de parler avec les agriculteurs qui sont les plus durement touchés par cet agenda. Ils sont en train d'effondrer l'ordre actuel pour composer leur nouvel ordre. Regardez les Pays-Bas. Leur Premier ministre a autorisé son pays, sur décision de justice, à suivre le nouvel agenda Net Zéro du Forum économique mondial qui vise à mettre fin à l'agriculture moderne. Les Pays-Bas sont le plus grand exportateur de viande en Europe et ils ne ferment pas les grandes exploitations agricoles. Ils ferment les petites et moyennes exploitations familiales. Holton, Pays-Bas. Nous possédons un terrain d'environ 120 acres. Nous fabriquons correctement du maïs pour les cochons car nous avons des cochons chez nous. Depuis quand cette ferme appartient-elle à votre famille? Depuis 1930. Cela fait 3 ou 4 générations. Oui, je suis la 4e génération. Vous avez entendu les cochons? Nous les nourrissons 3 fois par jour, c'est l'heure. Ils commencent à être rassasiés. Je pense que nous sommes la dernière génération. Si ça continue comme ça, il n'y a pas beaucoup d'avenir pour la ferme. Je ne pense pas que nous puissions encore faire confiance au gouvernement parce qu'ils veulent nous taire. Et en Hollande, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont déjà arrêté. Arrêté quoi? L'agriculture? L'agriculture. Ce sont donc tous des agriculteurs. Non, ce n'est plus une ferme. Mais ici, c'est une ferme, non? Non, il n'y a plus de ferme non plus. Tous ces gens ont donc fermé à cause de la politique du gouvernement? Oui. Combien d'exploitations agricoles vont-elles fermer dans les prochaines années, si le gouvernement fait ce qu'ils ont prévu de faire? Je pense que 50% d'entre elles vont disparaître. Waouh, c'est vrai, 50%? Si Martin a raison et que la Hollande risque de perdre 50% de ses agriculteurs, c'est que quelque chose ne va pas. Il s'agit d'un pays qui occupe la première place dans l'Union européenne en matière d'exportation agricole et qui produit chaque année d'importants excédents pour l'industrie alimentaire et l'industrie de transformation. Alors pourquoi le gouvernement néerlandais veut-il éliminer la moitié de ses agriculteurs? Le problème de l'azote. Il y a environ un an, les responsables politiques évoquaient déjà la possibilité d'une pénurie alimentaire mondiale. Et pourtant, à la surprise générale, le gouvernement néerlandais a émis l'idée d'éliminer 30 à 50% des agriculteurs de ce pays. Comment cela pourrait-il se produire? Les Pays-Bas sont un pays très agricole depuis des décennies, depuis des siècles même. Et dans les années 1990, le gouvernement néerlandais a conclu un accord avec l'Union européenne stipulant qu'un certain pourcentage de bruyères, de trèfle et de mousse serait présent dans nos campagnes.
Et puis bien sûr, au cours des 20 dernières années, nous avons connu une forte croissance de notre secteur agricole, ce qui signifie que nous émettons plus d'oxyde d'azote. Or, l'oxyde d'azote est un engrais. C'est un engrais naturel qui modifie le paysage. Les politiciens néerlandais ont ensuite présenté cette situation comme étant mauvaise pour la nature et pour l'environnement, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit simplement d'un petit changement. Nous avons un peu plus d'arbres et un peu moins de trèfle et de bruyère. Les hommes politiques néerlandais avaient donc le choix. Ils auraient pu dire « Écoutez, l'Union européenne, nous sommes désolés, mais nous n'allons plus vivre avec ces normes absurdes des années 90. » C'était l'option A. L'option B consistait à désavouer et à exproprier 50% de nos agriculteurs. C'est ce qu'ils ont choisi. En 2021, le réseau Natura 2000 de l'Union européenne a publié une carte des zones des Pays-Bas qui sont désormais protégées contre les émissions d'azote. Tout agriculteur néerlandais dont l'exploitation se trouve dans une zone protégée par Natura 2000 devra désormais réduire considérablement ses émissions d'azote, ce qui limitera sa production. Le problème de l'azote est une invention, c'est un gros mensonge. L'azote n'a rien à voir avec l'environnement, il s'agit simplement de se débarrasser des agriculteurs. Buvez du lait cru? Oui. Pensez que le lait cru est bon? Avez-vous vu mon fils? Je lui ai donné du lait cru. Qu'arrive-t-il aux agriculteurs locaux? Beaucoup d'entre eux vendent-ils? Non, pour l'instant, on ne peut même pas vendre à cause de la réglementation. Les propriétés sont en quelque sorte sans valeur. Un autre agriculteur ne peut pas acheter nos terres parce qu'il n'a pas le droit d'y être agriculteur lui aussi. Si vous ne pouvez pas vendre votre propriété, elle ne vaut plus rien. Et je pense que le gouvernement peut s'en emparer sans l'acheter. Il n'a même pas besoin de l'acheter, il la prend tout simplement. Et que pensez-vous qu'ils en feraient? Pensez-vous qu'ils en feraient des appartements? Oui, ils disent qu'ils ont besoin de beaucoup de terrain pour construire des maisons. Et il y a tellement d'immigrants qui viennent ici en ce moment et ils disent « Oui, nous avons besoin de maisons pour eux. C'est pourquoi nous avons besoin de vos terrains. » On dirait qu'ils veulent faire de la Hollande une grande ville. Le problème, c'est que dans les campagnes, il y a beaucoup de drapeaux néerlandais à l'envers, beaucoup de mouchoirs rouges en signe de solidarité avec les agriculteurs. Mais quand on va dans les grandes villes, on parle aux gens. Les jeunes ne savent même pas ce qui se passe, non. Il se peut donc que ce ne soit que lorsque les rayons des magasins seront vides qu'ils réaliseront enfin ce qui se passe. Exactement, alors il sera trop tard. Oui, mais c'est ce qui se passe. Ferme de poulets Nichols, à Batman, Pays-Bas. Nous avons ici une ferme avec des vaches laitières et des poulets, environ 200 vaches, 50 000 poules pour les œufs. Comment les politiques relatives à l'azote vont-elles affecter votre exploitation? D'après la carte, nous devons réduire de moitié. La moitié? La moitié. Serez-vous en mesure de le faire? J'en sais rien. Je pense que nous devrions fermer une grange. Koksdorp, Pays-Bas. C'est quoi ces silos ici? Qu'est-ce que c'est? Il y a de la nourriture, c'est de la nourriture, 3 types d'aliments pour les petits, les moyens et les grands. Pensez-vous que si la politique d'azote entre en vigueur, le prix des aliments va augmenter? L'année dernière, le prix a augmenté de 60 à 70%, soit 30 à 40 € de plus par porc. Zeevold, Pays-Bas. Sur la base de la carte des ressources Natura 2000 publiée par le gouvernement, dans quelles mesures devriez-vous réduire vos effectifs? Jusqu'à présent, cette région a perdu 12% de ses effectifs, 12% de vaches en moins. Cela va trop loin, cela met les agriculteurs sur la paille. Den Hoorn, Pays-Bas. Pouvez-vous me parler de votre exploitation? Combien de vaches avez-vous et depuis combien de temps est-elle dans votre famille? Depuis aussi longtemps que je le sais, je suis la 6e génération d'agriculteurs. Et combien de vaches avez-vous? J'ai 58 vaches maintenant. Je les connais toutes. Nous avons été très bons pour elles. Si j'entends des cris, je me réveille et je vais à l'étable en sous-vêtements. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas un travail, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S'ils veulent que j'arrête d'être agriculteur, ils devront probablement me battre à mort. Alors j'irai ailleurs et je serai agriculteur. Avant de commencer le tournage, je m'avais dit que le gouvernement avait une nouvelle proposition concernant l'azote. Qu'arriverait-il à votre exploitation si votre proposition entrait en vigueur?
La région dans laquelle je me trouve doit réduire ses apports de 90 à 95%. Qu'est-ce que cela signifie? Combien de vaches vous resterait-il? 6. C'est facile à compter. On ne peut pas vivre correctement avec 6 vaches laitières. C'est donc de cela qu'il s'agit. Vous avez parlé de 58 vaches. Encore une fois, si les règles relatives à l'azote rentrent en vigueur, vous devrez vous débarrasser de 95% de ces vaches. Oui, 90 ou 95%, ils veulent que je produise moins d'azote. Où sont les plantes qui veulent protéger? Est-ce seulement l'herbe? Non, à l'arrière, il y a les dunes. Elles se trouvent sur le littoral, c'est la zone Natura 2000. Qu'est-ce qu'ils essaient de protéger dans ces dunes? Certaines plantes ne supportent pas l'azote. Donc s'il y a trop d'azote, la plante meurt. Que se passe-t-il? Elle ne pousse pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas comment ça marche. Donc encore une fois, pour protéger cet endroit, votre ferme doit réduire 95% de son azote. Oui. Il y a aussi un équilibre, parce que si vous voulez éliminer toute l'agriculture et tous les humains, et tout le reste, bien sûr, tout poussera naturellement, mais il n'y aura plus de nourriture. C'est donc comme si la solution, en fait, elle semble bonne sur le papier, elle semble bonne pour le gouvernement, mais en termes pratiques, elle n'a pas le bon effet. C'est là le plus gros problème. Ils inventent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas comment ça marche. Je pense que c'est une escroquerie. Eh bien, c'est une arnaque qui leur permettra d'obtenir vos terres. Il est clair que les politiques néerlandaises strictes en matière d'azote handicapent les agriculteurs qui nourrissent le pays depuis des décennies. Mais les avantages de la protection de ces plantes réfractaires à l'azote l'emportent-ils sur les coûts que ces agriculteurs doivent supporter? Bonjour Petra, c'est Roman. Je suis journaliste aux Pays-Bas, je viens d'Amérique. Nous avons contacté le ministère de l'Agriculture pour obtenir sa version des faits, mais malheureusement, il n'était pas disponible. Nous sommes donc tournés vers un expert en azote chargé d'analyser le modèle d'azote du gouvernement. Vous avez travaillé pour le comité gouvernemental chargé d'étudier l'azote. Oui. On vous a donné un modèle, oui. Toute la politique est basée sur le modèle de dépôt pour savoir comment traiter les émissions d'azote dans les zones naturelles. J'ai examiné les études de validation et j'ai montré que le modèle était en fait merdique, il ne fonctionne pas. Et peu importe, il continue à l'utiliser, ce qui est dans un sens troublant. Je veux dire, vraiment, pouvons-nous faire une telle chose en termes de politique? Utiliser un modèle qui ne fonctionne pas. Il ne s'agit jamais d'innovation. Il s'agit toujours de se débarrasser des agriculteurs. Au niveau mondial, si la consommation de produits comme le bœuf et les produits laitiers, ici aux Pays-Bas et dans le monde entier, ne diminue pas. Certes, vous pourriez réduire votre production agricole, mais cette production se fera ailleurs. Il s'agit d'un compromis classique. Si vous ne le faites pas ici, vous le ferez ailleurs. Les émissions d'azote font partie de l'équation de l'agriculture. Il faut donc les optimiser. Et devinez quoi? Les Pays-Bas sont très doués pour optimiser l'agriculture. C'est ce que nous faisons depuis un millier d'années. Nous sommes vraiment très bons dans le domaine. Par conséquent, si nous déplaçons la production ailleurs, il est absolument certain que les émissions augmenteront. Paradoxalement, si on veut réduire les émissions à l'échelle mondiale, il faudrait développer l'agriculture aux Pays-Bas. C'est tout à fait vrai. C'est l'exemple même de l'idée stupide de supprimer l'agriculture ici parce qu'elle doit être maintenue ou augmentée ailleurs. Nous sommes donc un peu dans l'embarras aux Pays-Bas en ce qui concerne les politiques relatives à l'azote. S'il ne s'agit pas d'azote, de quoi s'agit-il? J'ai toujours dit que la crise de l'azote était avant tout une crise inventée à les fabriquer et la seule solution proposée est l'expropriation forcée. C'est donc le gouvernement qui va s'emparer de leurs terres. Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles le gouvernement tente de prendre les terres des agriculteurs? Les Pays-Bas connaissent une crise du logement. Comme vous le savez, c'est un tout petit pays, nous avons beaucoup d'habitants et notre population augmente en raison de l'immigration. Nous avons besoin de place pour ces immigrants. Je pense que c'est en partie pour cette raison que le gouvernement veut ces terres. Ils ont besoin de maisons. Et ils ont besoin de construire des maisons, ce qui est amusant parce qu'apparemment, construire des maisons, c'est aussi ce qui émet de l'azote. Mais ce n'est pas à eux qu'ils s'en prennent. Ils s'en prennent spécifiquement aux agriculteurs parce qu'ils veulent leurs terres. C'est donc le but ultime.
Ce que dit Eva est tout à fait logique. Au fur et à mesure que la population mondiale augmente, la terre prend de la valeur et celui qui possède la terre a le pouvoir. En Amérique, le gouvernement soutient fortement l'agenda 2030. Mais ce pays a été fondé par des agriculteurs et la propriété foncière est l'ingrédient clé qui protège le peuple américain de l'emprise du gouvernement. La garde des droits de propriété. Comment les pères fondateurs envisageaient-ils les droits de propriété en Amérique? En Amérique, le concept est celui de l'autonomie, c'est-à-dire que c'est nous, le peuple, qui dirigeons notre gouvernement. Nos pères fondateurs ont compris que le petit propriétaire foncier est l'élément le plus important de l'État. L'idée était de répartir les terres entre les citoyens afin qu'ils puissent toujours contrôler leur gouvernement. La Californie a élaboré un plan 30 par 30. La Californie a mis en place un plan 30 par 30 dans l'État. Voici la carte des zones protégées. Je suis ici aujourd'hui pour promouvoir un effort visant à préserver et à protéger plus de 30% des terres de l'État. Le 7 octobre 2020, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé un décret qui a fait de la Californie le premier État du pays à s'engager pour atteindre l'objectif 30 par 30. Il s'agissait d'un engagement pour placer 30% des terres et des eaux de l'État sous le contrôle du gouvernement d'ici à 2030. 30 par 30 d'ici à 2030, tel est le mandat. L'objectif ultime est qu'il n'y ait pas de propriété foncière, de sorte que nous ne possédions rien. Soit nous possédons des biens, soit nous sommes des biens. C'est vraiment ce que nous combattons du point de vue de la gouvernance mondiale. Ils doivent éliminer notre capacité à contrôler notre gouvernement, ce qui signifie qu'ils doivent prendre nos terres. L'agenda 2030 est-il déjà en vigueur aux États-Unis? Je considérerais l'agenda 2030 comme une sorte de modèle ou de plan directeur. Il n'y a pas de loi spécifique qui dise « voici l'agenda 2030 ». Nous allons l'inscrire et le codifier dans la loi. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont examiné les lois existantes. La loi sur la propreté de l'eau a été adoptée en 1972. La loi sur les espèces menacées a été adoptée en 1973. Utilisons ces lois et modifions-les pour atteindre les 17 objectifs de développement durable. Beaucoup de choses sont apparues au début des années 70, la loi sur la propreté de l'eau, de l'air, qui étaient de bonnes choses, la loi sur les espèces menacées, mais elles ont été détournées de leur objectif initial. Le Congrès n'avait pas l'intention qu'elles soient détournées comme elles le sont et manipulées comme elles le sont aujourd'hui. Lorsqu'ils ont rédigé ces projets de loi, ils ne les auraient jamais adoptés. Vous avez mentionné la loi sur les espèces menacées d'extinction et la manière pour exproprier. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? La loi sur les espèces menacées prévoit que pour protéger une espèce, il faut pouvoir protéger son habitat. Il s'agit de terre. Dans de nombreux cas, les défenseurs de l'environnement utilisent donc la loi sur les espèces menacées pour empêcher le développement. Copco et Iron Gate sont les deux seuls lacs en eau profonde du système climatique. Mais le mouvement écologiste a créé une crise pour sauver le saumon Coho. On n'a jamais su qu'il était indigène dans la région supérieure afin de forcer l'élimination des barrages ou leur destruction. Ce que vous dites, c'est que dans cette région, le saumon Coho n'est pas vraiment indigène. Est-ce le cas? Le saumon Coho, par la pêche, selon la définition même du gibier, est un poisson côtier. Son habitat normal ne s'étend pas à plus de 48 km de la côte. Le barrage d'Iron Gate est l'un des 4 barrages que l'État de Californie est en train de supprimer pour sauver le saumon Coho. Mais si ce que dit Rex est vrai et que le Coho n'a jamais nagé ici, alors pourquoi détruire les barrages? C'est une question qui irrite les agriculteurs et les éleveurs locaux dont la subsistance dépend de ces barrages. Pendant toute mon enfance, mes parents ont exercé plusieurs métiers. Car ils n'ont pas hérité de cet endroit, ils ont travaillé dur pour l'avoir. Depuis combien d'années possèdent-ils ce terrain? 40 ans. Nous aimons cette terre. Mais compte tenu de ce programme mondial, nous avons l'impression qu'il se trouve maintenant dans notre arrière-cour. Je ne sais pas si mes sœurs et moi pourrons hériter de ce lieu, transmettre et conserver
Ce pourquoi mes parents ont travaillé si dur. Si et quand ces barrages seront détruits, nous n'aurons plus accès à l'eau à laquelle nous avons droit. Cela aura un impact total sur nos moyens de subsistance. Je pense que c'est criminel. L'Office national des ressources en eau nous dit qu'il veut voir le Coho dans cette rivière, mais il n'y a aucune preuve historique de la présence du Coho ici. Ils utilisent une photo de poisson qui ressemble à des saumons et c'est là leur seule preuve scientifique que le Coho a existé ici. Todd, pourriez-vous présenter et nous faire part de votre expérience en ce qui concerne les voies navigables et les barrages en particulier? Je m'appelle Todd Meyer, je suis directeur environnemental au Washington Policy Center dans l'État de Washington. Je travaille sur les questions de reconstitution des stocks de saumon depuis plus de 10 ans et sur la politique environnementale depuis plus de 20 ans. Personnellement, j'ai voté en faveur du financement de la suppression d'une partie du barrage pour ouvrir l'habitat au saumon. J'ai donc examiné la question sous tous les angles. Le projet de démantèlement de barrages qui se déroule actuellement sur le Klamath serait le plus important du monde, est-ce vrai? Il devrait commencer cette année ou l'année prochaine. D'après votre expérience en matière de reconstitution des stocks de saumon, existe-t-il un moyen d'atteindre l'objectif de reconstitution des stocks de saumon Coho sans démanteler ces barrages? Oui, la suppression des barrages n'est pas une panacée. Beaucoup d'autres facteurs influencent les populations de saumon. Ici, dans l'État de Washington, il y a 10 ans, nous avons supprimé 2 barrages sur la rivière Elva. Et on a prétendu que les populations se rétabliraient et que nous pourrions à nouveau pêcher aujourd'hui. En fait, au cours des 10 dernières années, les populations sont restées pratiquement les mêmes qu'au cours de la décennie qui a précédé la suppression des barrages. C'est parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent un rôle dans la reconstitution des stocks de saumon. Et je pense que trop souvent les gens se focalisent sur le roman de la destruction des barrages et que cela devient l'intérêt primordial. Alors que d'autres projets qui pourraient être bien plus bénéfiques pour l'environnement ne sont même pas évalués. Parce que nous nous focalisons sur une seule approche. Qu'est-ce qui pousse à cela? Qu'est-ce qui fait que les gens veulent simplement démolir les barrages et n'écoutent pas, par exemple, votre point de vue, votre opinion sur le fait qu'il y a tellement d'options différentes qui pourraient être mises en œuvre et qui ne seraient pas aussi extrêmes? Je pense qu'il s'agit d'un problème fondamental lorsque la politique environnementale est davantage axée sur la politique que sur les résultats. Ces barrages sont en train de tomber et il est grand temps. Les avantages que retirent les politiciens et les militants écologistes s'apparentent à une politique de l'identité. Ils se considèrent comme des écologistes et veulent donc l'exprimer de manière très forte. Il s'agit essentiellement d'un signal de vertu. C'est le plus grand projet de démantèlement de barrages de l'histoire des États-Unis. La démolition des barrages est spectaculaire. Plus c'est spectaculaire, mieux c'est. Mais si quelque chose ne fonctionne pas par la suite, ok? L'Elva, ça fait 10 ans. Le saumon ne s'est pas rétabli comme nous l'avions prévu. Par conséquent, nous aurions probablement dû faire quelque chose de différent. Quelqu'un a-t-il été tenu pour responsable? Tous ceux qui ont promis que le saumon se rétablirait, qu'il atteindrait des niveaux exploitables? Quelqu'un a-t-il été tenu responsable pour ces erreurs? Non. Outre les suppressions de barrages, l'État de Californie a également adopté des réglementations d'urgence en matière de sécheresse, menaçant d'interdire aux éleveurs d'utiliser leurs propres eaux souterraines. Mon mari et moi avons acheté un petit ranch lorsque nous nous sommes mariés il y a 7 ans et nous y élevons des vaches. En tant qu'éleveur de la vallée de Scott, nous sommes actuellement dans une situation très difficile. En effet, depuis septembre dernier, l'Office national de l'eau a introduit de nouvelles réglementations d'urgence en matière de sécheresse qui menacent de réduire de 100% l'eau d'irrigation que nous pompons dans le sol. Tout cela au nom de la sauvegarde du saumon Coho. Si cela continue dans cette voie, que pensez-vous qu'il arrivera à votre ferme? Ma propriété n'a pas beaucoup de valeur sans les droits de l'eau qui l'accompagnent. L'eau est ce qui permet à tout de fonctionner dans la vallée de Scott. On ne peut rien faire sans eau.
Nous devrions donc déménager, car si nous ne pouvons pas faire de l'élevage dans la vallée de Scott, il n'y a rien d'autre à faire. Il semble que le saumon ne soit techniquement menacé nulle part. On peut en trouver dans les magasins, on peut en manger. Pourtant, ils invoquent la loi sur les espèces menacées pour vous priver des droits sur l'eau. Avez-vous l'impression que le saumon est la seule vraie raison ou qu'il se passe quelque chose en coulisses? Il ne s'agit absolument pas du saumon, c'est une question de contrôle de l'eau. Cela n'a rien à voir avec le poisson. Il s'agit d'un projet de réensauvagement, quel qu'en soit l'impact. Il s'agit d'un consortium entre le ministère des Ressources en eau et les pêcheurs californiens. Il s'efforce de s'assurer le contrôle de toute l'eau de l'État de Californie, y compris les eaux souterraines. L'eau est la chose. L'eau est la chose que ces mondialistes vont utiliser pour tout contrôler, parce que nous ne pouvons pas vivre sans eau. Oui, ils ont les 17 objectifs de développement durable, l'eau en fait partie, mais chaque objectif est assorti d'une série de sous-objectifs et pour les atteindre, il faut essentiellement microgérer la vie des gens afin de mesurer leur consommation d'eau, etc. C'est vrai, c'est dans les objectifs très spécifiques. Ainsi, si vous avez besoin d'une autorisation pour tirer la chasse d'eau, vous brosser les dents ou boire un verre d'eau, vous êtes soumis à leur contrôle. Ce qui constitue une grande menace pour les États-Unis, c'est une élite bigotière qui a grandi pendant 50 ans dans le luxe et l'abondance et qui ignore totalement la source de sa richesse. Ils ne savent pas que les conséquences de leur idéologie se traduiront par une diminution de l'énergie et de la nourriture. Ils pensent qu'ils ne veulent pas d'engrais azotés ou de pesticides à base de pétrole et qu'ils n'ont pas besoin d'une agriculture intensive pour une grande production. L'obligation biologique. C'est ce que fait actuellement le Sri Lanka. Ils interdisent les engrais chimiques ou synthétiques et les pesticides. Le PIB par habitant et le revenu par habitant y étaient 2 fois plus élevés qu'en Inde. Aujourd'hui, ils meurent de faim. Est-ce vraiment ce qui arrive à un pays lorsque ces politiques sont mises en œuvre? La mise en œuvre de l'agenda 2030 peut-elle vraiment conduire à l'effondrement d'une nation entière? Le Sri Lanka est situé en Asie du Sud, juste à côté de la côte sud de l'Inde. La campagne sri-lankaise est composée de villages collectifs remplis de petits agriculteurs de subsistance qui doivent relever des défis uniques, comme par exemple monter dans des cabanes dans les arbres pour chanter les anciens chants de leurs ancêtres afin d'empêcher les éléphants de s'attaquer à leurs récoltes. Et pour être honnête, en termes de menaces, les éléphants font pâle figure à côté d'un gouvernement qui fait avancer l'agenda 2030 avec un mandat agricole strict qui menace maintenant de détruire la vie des agriculteurs qui ont été l'épine dorsale de l'économie sri-lankaise pendant des décennies. Le riz est notre principal denrée de base et au début des années 1950, nous avons apporté 60% de nos besoins en riz d'autres pays. Ainsi, en avançant de 1952 à 2020, beaucoup de choses ont changé, n'est-ce pas? Beaucoup de changements. Les agriculteurs ont commencé à utiliser des engrais synthétiques en 1952, ce qui nous a permis d'obtenir des rendements très élevés. Et depuis 2008, nous produisons plus de riz que nous pouvons en consommer. En d'autres termes, il y a eu un excédent. C'est un véritable bond en avant. Imaginez un peu, à force d'ingéniosité, de travail acharné, de persévérance et de discipline scientifique, le peuple sri-lankais a mis au point une culture de riz paddy dont le rendement est l'un des plus élevés au monde, ce qui leur a permis non seulement de nourrir sa population, mais aussi d'exporter sa récolte vers les pays voisins et d'engranger au passage des fonds dont le Trésor national a grandement besoin. Mais ce chemin vers la prospérité ainsi que la sécurité alimentaire de tout le pays était inextricablement lié à l'utilisation d'engrais azotés. Plus de 90% des agriculteurs utilisent des engrais synthétiques. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi les engrais sont nécessaires. Pour obtenir 5 tonnes de riz, le plant de riz a besoin d'environ 105 kg d'azote. Si vous ne mettez pas ces nutriments dans le sol, celui-ci devient infertile.
Vous devez le fertiliser pour vous assurer que la quantité d'azote nécessaire peut être fournie à la plante. Sinon, vous n'obtiendrez pas de rendement. Voici un fait amusant. Ce pays ne s'appelle pas Sri Lanka. Ce pays s'appelle officiellement la République socialiste démocratique de Sri Lanka. En tant que république ouvertement socialiste, le gouvernement et le président qui est à la tête du gouvernement peuvent apporter des changements radicaux à l'ensemble du pays sur un coup de tête. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le gouvernement du Sri Lanka a interdit l'importation d'engrais artificiels, de pesticides et d'herbicides. Du jour au lendemain, le président sri-lankais, M. Gotabaya Rajapaksa, a interdit l'utilisation et l'importation d'engrais chimiques. L'ensemble de la culture du riz sri-lankais avait été sélectionné pendant 6 décennies pour fonctionner en symbiose avec les engrais chimiques. Supprimer les engrais sans aucun processus de transition revenait donc à retirer 2 pieds de la table. Le résultat était évident. Le Sri Lanka est officiellement en défaut de paiement de sa dette extérieure. Il s'agit de la pire crise économique que le pays ait connue depuis son indépendance. Le pays a annoncé aujourd'hui qu'il faisait défaut sur sa dette d'un montant de 51 milliards de dollars. Les manifestants tiennent le président Gotabaya Rajapaksa pour responsable de l'effondrement économique du pays. Les automobilistes, les conducteurs de tuk-tuk, les taxis font la queue pour obtenir du carburant dans cette file d'attente qui, d'après ce que j'ai entendu, s'étend sur 4 à 5 km. Cette scène est désormais synonyme de la pire crise économique que le pays ait connue depuis des décennies. Comment se fait-il que le président, comme ça, ait interdit les engrais? C'est une bonne question. Certaines ONG sont folles de l'environnement naturel. Ils ont convaincu le président qu'il était possible de faire de l'agriculture biologique à 100% et apparemment, il l'a cru. J'ai réalisé que ça allait être un énorme problème avec des dommages irréversibles. Nous attendions dans la queue, une très grande file d'attente. Parfois, j'attendais le carburant pendant 2 ou 3 jours. Vous attendiez le carburant pendant 2 jours? Oui, la file d'attente. Vous dormiez dans votre voiture et attendiez le carburant? Oui, une situation très difficile. Avant, le prix d'un litre était de 138 roupies. Aujourd'hui, un litre coûte 540 roupies. La nourriture, les produits agricoles, les produits chimiques, tout. Les prix ont augmenté. Les gens travaillent davantage. Vous voulez dire qu'une personne peut avoir 2 emplois? 5 emplois. La situation est très mauvaise au Sri Lanka. Très mauvaise situation, c'est le moins qu'on puisse dire. En l'espace de quelques mois, le Sri Lanka est passé d'une économie agricole robuste avec un excédent alimentaire à une crise économique massive qui s'est traduite par des pénuries de nourriture et de carburant et par une inflation croissante qui a contraint ses citoyens à exercer jusqu'à 5 emplois. Tout cela à cause de nouvelles lois promulguées unilatéralement par son président. Plus nous parlions avec les Sri Lankais, plus la situation semblait désastreuse. Du jour au lendemain, ils ont décidé d'opter pour un engrais organique différent, du jour au lendemain. Quel type de pénurie avez-vous connu? Notre récolte a souffert. Beaucoup d'entre nous ont dû se passer des produits de base dans les supermarchés parce que les agriculteurs ne produisaient rien. Depuis combien de temps pratiquez-vous l'agriculture ici? 50 ans ici même, sur cette terre. Quel type de légumes? Des radis rouges, des choux, des poireaux, des carottes. Quand le président a dit qu'il ne fallait plus de produits chimiques, qu'est-il arrivé à votre ferme? Ces maladies sont arrivées et les arbres sont morts. Mais mon économie a chuté de 50%. Votre situation économique personnelle a chuté de 50%. Avant, nous récoltions 10 000 kilos. Et maintenant, 4 000 à 3 000 de légumes. Vous êtes passé de 10 000 à 4 000. Ma récolte est inférieure à la moitié de ce qu'elle était. Normalement, nous pouvons remplir 5 boîtes, soit environ 5 000 kg de thé frais. Vous dites qu'avant, il n'y avait pas que ça? Toutes ces boîtes étaient pleines? Oui, la différence est énorme. Pour trouver de l'argent, nous contractons des prêts auprès des banques. Pour payer les intérêts du prêt, nous allons travailler pour un salaire journalier. Pensez-vous que le gouvernement se soucie des agriculteurs comme vous? Il n'y a aucun soutien de leur part. La différence entre la production de légumes synthétiques et biologiques est devenue évidente lorsque nous avons rendu visite à un agriculteur qui pratiquait encore les 2 méthodes. Ce champ est 100% biologique.
Pourquoi seule cette petite parcelle est-elle biologique? Pourquoi tout n'est-il pas biologique? Si l'on compare l'autre culture et la culture biologique, le rendement est un peu plus faible. Le rendement est faible, donc nous ne pouvons pas faire de bons bénéfices. Le bio est donc plus cher, il demande plus de travail et le rendement est moindre. Partout où nous sommes allés, c'était la même histoire. Les agriculteurs eux-mêmes savaient que leur seul espoir est de s'organiser et de raconter leurs histoires au monde entier. Ils nous ont donc demandé d'organiser une réunion avec eux. Et ce que nous avons appris est tragique. Tous les agriculteurs du Sri Lanka ont dit au gouvernement de ne pas faire cela. Personne n'a écouté. Que faisons-nous maintenant? Toutes les fermes se sont effondrées. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas subvenir aux besoins de nos enfants ou de nos familles. Si la situation perdure, nous aurons des suicides par empoisonnement. Cela se produit souvent, beaucoup d'agriculteurs se suicident. Partout, toutes les communautés de cultivateurs de riz. Aujourd'hui, tout le pays est détruit parce que toutes les fermes sont détruites. Le suicide. Les agriculteurs indépendants de Sri Lanka se suicident en conséquence directe de l'agenda 2030. Et pour quelle raison? Qu'y a-t-il de si menaçant dans les engrais synthétiques qui sont plus importants que les moyens de subsistance de ces agriculteurs et dans certains cas, de leur vie? Le changement climatique est la plus grande menace pour toute forme de biodiversité, la plus grande menace pour toute forme de nature. Bien sûr, c'est aussi la plus grande menace pour les êtres humains. À un moment donné, le discours a changé pour s'articuler autour du climat. Qu'en était-il avant cela? Comment justifiait-on le fait d'imposer un contrôle accru du haut en bas de l'échelle? Juste avant le climat et l'environnement, la guerre froide était en fait le prétexte pour avoir un gouvernement fédéral incroyablement grand et puissant. En fait, on constate une rupture très nette lorsque le Club de Rome s'est réuni en 1991, alors que l'État soviétique et les États communistes d'Europe de l'Est étaient en train de s'effondrer. Le Club de Rome, très puissant, élitiste, Michael Gorbatchev était évidemment présent. De nombreux Américains éminents, des gens comme Al Gore, se sont réunis et ont rédigé ce document incroyable dans lequel ils disaient « Nous avons besoin d'une nouvelle justification pour cet État tout-puissant ». La nouvelle excuse sera donc que l'environnement va être endommagé et le climat va nous nuire. Attendez, quoi? Je n'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. Les dirigeants mondiaux ont-ils vraiment exposé ce plan mondialiste en langage clair dans un livre physique en 1991? Je suis allé sur Amazon et j'ai trouvé la première révolution mondiale qui déclare, je cite, « En cherchant un ennemi commun pour nous unir, nous avons eu l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, les pénuries d'eau, la famine et d'autres choses du même genre feraient l'affaire. Le véritable ennemi est donc l'humanité elle-même. » La science est claire. Nous nous rapprochons dangereusement du point de non-retour. La science est très claire. Le monde naturel est gravement menacé. C'est le code rouge pour l'humanité. Il ne s'agit pas d'un groupe de responsables politiques, il s'agit de scientifiques. Cette politique est extrêmement énergique et vient du scientisme, c'est-à-dire de l'idéologie selon laquelle nous comprenons parfaitement le monde grâce à la science. Nous devons écouter la science afin d'avoir un meilleur avenir pour demain. Ce n'est que de l'idéologie et c'est aussi très dangereux. C'est une façon dangereuse de voir le monde, car cela signifie que rien n'a d'importance en dehors de la science. La culture n'a pas d'importance, l'histoire n'a pas d'importance, la religion n'a pas d'importance, l'interaction sociale n'a pas d'importance. Rien n'a d'importance en dehors de la science. Il n'est pas nécessaire d'être théologien ou philosophe pour comprendre qu'il s'agit là d'une absurdité totale, mais aussi d'une absurdité dangereuse. Si rien ne compte plus que la science, dans quel monde vivons-nous? L'histoire est véritablement à un tournant. En temps de crise, le rôle des gouvernements est plus important et plus pertinent que jamais.
Le Forum économique mondial est en fait un élément essentiel de la mise en œuvre de l'agenda des Nations Unies. Il y a quelques années, il est devenu un partenaire stratégique de l'ONU dans la mise en œuvre de l'agenda 2030. Et puis on commence à s'intéresser aux liens entre le Forum économique mondial et la Chine. Klaus Schwab et Xi Jinping sont comme de vieux copains et publient des communiqués de presse pour dire à quel point ils s'aiment. Il y a donc les supercapitalistes représentés par le Forum économique mondial et du côté des gouvernements, les communistes. Après l'adoption de l'agenda 2030, le Parti communiste chinois a fait appel à tous ses organes de propagande. Il a déclaré « Nous avons joué un rôle essentiel dans l'élaboration de l'agenda 2030 ». Javier Solana, le chef de l'OTAN, a déclaré qu'il s'agirait du plus grand bond en avant. Le dernier grand bond en avant de la Chine a tué des millions de personnes. 15 à 55 millions de personnes ont été tuées à la suite d'une famine nationale pendant le grand bond en avant de la Chine de 1959 à 1961. Ainsi, des communistes et des supercapitalistes qui s'unissent et travaillent ensemble sur ce projet de développement durable, cela devrait nous inciter à faire une pause et à nous dire « Attendez une minute, cela n'a pas de sens à première vue, que se passe-t-il ici ?» La Chine est un exemple frappant de ce qui peut être réalisé lorsque les gouvernements nationaux font de la protection de l'environnement une priorité absolue. Les motivations de ceux qui défendent ce programme sont souvent d'imiter des pays comme la Chine, dont les résultats en matière d'environnement sont épouvantables. Ce pays connaît d'énormes problèmes de pollution. Il ne semble pas se préoccuper des rivières, des lacs, des ruisseaux, toutes sortes de toxines si diverses. En réalité, je dirais que leur envie pour la Chine est davantage liée au contrôle qu'elle exerce sur sa population et sur la politique qu'à l'environnement. En regardant cela, il semble que l'environnement soit un outil pour atteindre le pouvoir plus qu'un but en soi pour protéger la nature. Les Pays-Bas. Il s'agit du climat, de la protection des plantes indigènes, de la santé humaine, des espèces indigènes. Il s'agit d'eau propre. Je ne sais toujours pas de quoi il s'agit. Il ne fait aucun doute que les agriculteurs font l'objet d'une véritable attaque aux quatre coins de la planète, ce qui pose logiquement une question très évidente. Si vous vous débarrassez des agriculteurs, vous devez quand même manger quelque chose. Peut-être qu'ils ne veulent pas de la production alimentaire telle qu'elle l'est aujourd'hui. Nous produisons des pommes de terre, du lait, de la viande. Et peut-être qu'un gouvernement ne veut plus que nous mangions ce type d'aliments. Au lieu de cela, il faut se tourner vers quoi? Des insectes? Des insectes? Je ne sais pas. Il y a ces nouveaux projets de loi où l'on cultive des insectes. Les gens qui se font expulser de leur terre parlent-ils, pour certains d'entre eux, de passer à l'élevage d'insectes? Non, je connais aucun agriculteur qui travaille aujourd'hui avec des vaches et qui souhaite se lancer dans l'élevage d'insectes. Absolument pas. C'est un véritable cauchemar. Même en tant que consommateur, je ne pense pas que je veux manger d'insectes. Je ne sais pas s'ils sont bons pour moi. Oui, moi non plus. Mais au cas où vous ne le sauriez pas, l'élevage d'insectes est désormais une réalité et même Iron Man est de la partie. On dirait que je pourrais faire du cacao avec ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une protéine premium à base d'insectes. Elle est fabriquée à base de molitor, c'est-à-dire de larves de vers de farine. La société s'appelle Yinsect et vient d'être approuvée par l'Union européenne pour la consommation humaine. Et comme l'a mentionné Ninky, l'engouement pour les insectes est en train de prendre de l'ampleur ici aux Pays-Bas également. Que constatez-vous en ce moment aux Pays-Bas? Y a-t-il beaucoup d'agriculteurs qui se tournent vers les insectes? Ce serait un scénario fantastique, mais à ce stade, ce n'est pas encore le cas. J'ai une question. Je suis à Amsterdam en ce moment et j'ai parlé à une entreprise appelée Bugs. Ils ont dit que vous faisiez des services de traiteur pour le criquet. Oui, c'est ça, nous produisons des boulettes de viande, des hamburgers, des shawarma, ce genre de choses à partir d'insectes. Et nous les vendons à des restaurants dont 8 disposent actuellement de nos produits. Puis nous les fournissons à des sociétés de traiteurs. Je parlais à une entreprise à Rotterdam qui m'a dit que vous éleviez des insectes. Oui. Pensez-vous que d'autres agriculteurs vont commencer à suivre la même voie? Peut-être, mais en Europe, il est assez difficile de faire changer les consommateurs d'avis sur les insectes. Non, les choses ne vont pas aussi vite que nous l'avions prévu quand nous avons commencé. Serait-il possible que je vienne? J'aimerais beaucoup voir à quoi ressemble une telle ferme.
Distribug est un producteur d'aliments à base d'insectes détenu et géré par Gatekeepers qui promet que Distribugs fait tout ce qui est en son pouvoir pour éliminer toute ignorance et toute résistance à la consommation d'insectes. Voici les vers de farine, ok? Oui. Et voici les grillons. Oui. Combien d'exploitations agricoles pratiquent actuellement l'élevage d'insectes aux Pays-Bas? Je pense qu'il y a une vingtaine d'élevages de vers de farine et 8 ou 9 élevages de grillons pour l'instant. Oh, c'est pas tant que ça? Non, c'est pas tant que ça, non. Pensez-vous que de plus en plus d'agriculteurs se tourneront vers l'élevage d'insectes plutôt que vers l'élevage de bovins ou de moutons? Oui, je pense qu'il y aura beaucoup de nouveaux agriculteurs qui produiront des vers de farine et des grillons. Vous avez donc l'impression qu'il s'agit d'un secteur en pleine expansion? Oui. Les insectes entrent par cette porte, nous les faisons cuire dans cette marmite. Pour l'instant, nous pouvons traiter environ 500 kg par jour. C'est important? Oui, mais cela doit être plus. Cela a le même goût que les chips de tournesol. Nous pouvons mettre des insectes dans tous les produits. Nous fabriquons des boulettes de viande, des hamburgers, des rouleaux de saucisses et des pâtes, du pain, des smoothies et des milkshakes, etc. C'est donc un peu l'avenir de l'alimentation? Oui, c'est l'avenir de l'alimentation. Supposons que quelqu'un qui regarde ce film soit opposé à l'idée de manger des insectes. Que lui diriez-vous? Chacun doit faire son propre choix. Oui ou non? En ce moment, sur Twitter, on peut lire des informations à ce sujet. On attrape le cancer en mangeant des vers de farine, on attrape le cancer en mangeant des insectes, personne ne le sait. J'espère donc que nous pourrons lancer de nouveaux produits sur le marché, mais il s'agit d'un marché à développer, nous devons donc pousser. Aujourd'hui, la Commission européenne a officiellement déclaré que les vers de farine étaient des aliments. Cela pourrait changer la donne pour les éleveurs d'insectes. Ils espèrent maintenant développer leurs activités et faire des insectes une autre source de protéines pour les Européens, même s'il ne s'agit que d'une niche. Il y a cette idée mondialiste descendante selon laquelle certains pays occidentaux ont des régimes alimentaires qu'ils n'approuvent pas. En d'autres termes, ils sont davantage basés sur la viande et ils estiment que les humains n'ont pas besoin de protéines à base de viande. Ils veulent soit forcer les gens à suivre leur paradigme, soit à acheter ou accumuler des terres agricoles, et c'est ainsi qu'ils vont les cultiver. C'est un peu comme l'Union soviétique ou la réunion culturelle de Mao. C'est une approche descendante qui aboutit à des désastres. En 2013, l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture a publié un rapport très étrange dans lequel elle affirme que les Occidentaux doivent commencer à manger des insectes. Et cela n'était dans l'esprit de personne. Des insectes, c'est dégoûtant. Ils ont donc dit qu'il fallait lancer une vaste campagne de propagande dans les médias pour convaincre les Occidentaux. Nous constatons que le NPR, la Canadian Broadcasting Corporation, la BBC et même Fox News colportent l'idée que les insectes sont délicieux et nourrissants. Toutes ces célébrités mangent des insectes et enseignent aux gens que c'est la mode et cool de manger des insectes. En ce moment même, ils construisent la plus grande usine de transformation de protéines d'insectes de la planète à l'extérieur de Decatur, dans l'Illinois. Ils en construisent une autre au Canada. Ils savent qu'il n'y a vraiment pas de demande pour les insectes. Combien d'Américains connaissez-vous qui réclament des sandwichs au grillon? Pratiquement aucun. Je m'attends donc à ce que, au fur et à mesure que ces pénuries alimentaires se développeront et que le prix des produits de base augmentera, les gens se diront « J'ai vraiment faim, mes enfants ont vraiment faim, je ne peux plus payer un steak, alors d'accord, je vais manger vos stupides grillons. » La construction du projet de démantèlement du barrage de la rivière Klamath devrait commencer dans quelques semaines. À l'heure actuelle, les équipes sont déjà sur place. Les travaux préparatoires à la construction sont en cours. Certains des barrages devraient être enlevés en 2024, mais le premier sera retiré de la rivière en septembre. Nous vivons dans la peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire à côté de nous? Lorsque les gens remontent la route, nous demandons s'ils ne sont pas en train de se faufiler sur notre propriété pour essayer de prendre des photos. Des drones nous ont survolés pour essayer de prouver quelque chose, n'importe quoi, que nous faisons de mal sur cette rivière, et c'est intimidant. Si nous nous dirigeons vers une crise alimentaire mondiale, comme nous l'entendons constamment, nous devrions peut-être relâcher la pression sur les fournisseurs de denrées alimentaires.
Nous ne pratiquons pas l'agriculture et l'élevage avec une marge importante. Nous ne le faisons pas pour gagner beaucoup d'argent et emmener notre famille en vacances. Nous le faisons parce que nous aimons ce mode de vie. Nous aimons élever nos enfants, apprendre à faire quelque chose de productif, fournir aux gens quelque chose dont ils ont vraiment besoin. J'espère simplement que nous ne perdrons pas les ranchs de la vallée de Scott, parce que je ne sais pas ce qu'elles deviendraient sans l'agriculture. Qu'est-ce qui remplacerait nos champs? Ce sera soit une sorte de développement, soit, je suppose, des fermes d'entreprises. Quand on voit des gens comme Bill Gates s'emparer de terres agricoles et qu'on lit ce que sa fondation dit à propos de l'agriculture, quand ils disent que nous allons avoir un type particulier d'agriculture, ils veulent de grands blocs gérés par le gouvernement ou par un consortium privé, où ils disent « nous n'aurons pas de protéines d'origine animale, nous n'aurons pas de parcs à bestiaux, nous n'aurons pas d'élevage de dinde, nous n'aurons pas de poulets ». Les universitaires ont toujours les réponses, mais jamais dans le monde réel. Et ils font beaucoup de dégâts. Partout où l'on regarde, les petites et moyennes exploitations sont englouties par ces méga-exploitations parce qu'elles ne peuvent plus suivre, elles ne peuvent plus se conformer à ces flux incessants de réglementation. C'est ce que nous constatons en Chine où ces méga-fermes géantes, mécanisées, contrôlées par les grandes entreprises et les gouvernements, supplantent toutes ces petites exploitations familiales qui existent depuis des centaines d'années, voire plus longtemps dans certains cas. Il s'agit désormais d'une zone de construction gouvernementale que vous devez quitter immédiatement. Ils les déplacent tous de leur petit lopin de terre vers ces grandes et horribles mégapoles qu'ils ont construites. Nous allons voir ça partout dans le monde avec la décimation des petites exploitations agricoles. S'ils ne sont pas acculés à la faillite par les forces économiques, c'est le gouvernement lui-même qui les fermera. La Haye, Pays-Bas, 11 mars 2023. Tout s'écroule. Il y a une pénurie de nourriture. Beaucoup de gens n'ont pas assez d'argent pour manger tous les jours. Tout le monde est ici aujourd'hui parce qu'ils comprennent que lorsque notre gouvernement expropriera nos agriculteurs, nous serons tous les prochains. Et ce n'est pas seulement la Hollande qui est confrontée à ce type de réglementation, mais les agriculteurs du monde entier. Il s'agit d'un programme mis en œuvre à l'échelle mondiale qui est imposé par des fonctionnaires dans des pays potentiels. C'est précisément de cette manière que les mondialistes ont réussi à prendre le contrôle des parlements et des gouvernements nationaux. 20 pays représentent 80% de toutes les émissions. Pour commencer à résoudre le problème, il faut s'assurer que ces 20 pays font ce qu'ils ont à faire. Nous devons les amener à la table des négociations et exercer un effet de levier supplémentaire. La leçon que j'ai apprise l'année dernière, c'est qu'il faut de l'argent, de l'argent, de l'argent et de l'argent. Ils suivent un scénario dans lequel ils pensent déjà du point de vue d'un système mondial bureaucratique et quasi totalitaire de gouvernance. Il s'agit d'un agenda, et tous ces pays mettent en œuvre les mêmes politiques. Ils ont donc ciblé les agriculteurs parce que c'est l'ordre du jour. Lorsque la nation américaine a été fondée, 95% des gens étaient des citoyens de la terre. Ils possédaient leur propre terre et étaient complètement indépendants, autonomes. Ils cultivaient leur propre nourriture, ils étaient indépendants. Ils étaient économiquement viables. L'agriculture a deux objectifs. Elle ne produit pas seulement de la nourriture, mais aussi des citoyens. John, pouvez-vous nous donner une idée de ce que coûte l'exploitation de votre ferme en ce moment, cette année, par rapport à la même période de l'année dernière? Eh bien, actuellement, les coûts ont triplé pour ma propre exploitation agricole et pour de nombreux agriculteurs dans tout le pays. Je pense que les prix des denrées alimentaires vont augmenter dans tous les domaines. Les prix des denrées alimentaires ont déjà augmenté de façon spectaculaire un peu partout l'année dernière aussi, et nous risquons de voir de plus en plus d'étagères vides en Amérique. Même le président promet des pénuries alimentaires dans sa conversation. Il n'y a donc aucune raison que cela ne se produise pas. Ce sont les gens qui vont souffrir, et pas seulement les agriculteurs qui essayent de gagner leur vie. C'est l'approvisionnement alimentaire de ce pays qui est à la base de notre sécurité, de la capacité de notre nation à produire des céréales et des cultures que nous produisons, qui nous approvisionne nous-mêmes, mais aussi nos alliés, nos partenaires commerciaux dans le monde entier, qui va en pâtir. La planète compte aujourd'hui 8 milliards d'habitants, et cela ne sera pas possible si l'on permet à l'agriculture de continuer à être mécanisée et à subir des modifications génétiques. Et je ne pense pas qu'ils le comprennent. S'ils modifient cela, des gens vont souffrir de famine.
Nous nous dirigeons, je pense, vers une période de pénurie alimentaire très importante. Peut-on s'attendre à des augmentations massives des prix des denrées alimentaires l'année prochaine? Sans aucun doute. Je pense donc que l'objectif final de la guerre contre les agriculteurs à laquelle nous assistons, qui est guidée à chaque étape par les objectifs de développement durable de l'agenda 2030, sera une consolidation totale de l'agriculture, une consolidation totale de l'approvisionnement alimentaire. Et comme l'ont compris tous les tyrans communistes des 100 dernières années, si vous contrôlez la nourriture, vous contrôlez le peuple. Je pense que c'est l'objectif final. Qu'en est-il maintenant? Devons-nous nous aligner sur l'ONU, sacrifier nos régimes alimentaires actuels et nous tourner vers d'autres sources de protéines comme les insectes? Allons-nous sacrifier nos petits agriculteurs indépendants et leurs moyens de subsistance en faveur d'espèces qui peuvent ou non être menacées, ou de plantes qui ne peuvent pas être remplacées par des arbres en raison d'un accord conclu entre politiciens au siècle dernier? Devons-nous priver tous les agriculteurs du monde entier des engrais synthétiques qui, selon eux, sont essentiels pour nourrir notre population? Si l'Amérique a été construite pour être gouvernée par le peuple, alors c'est le peuple qui devrait prendre ces décisions, n'est-ce pas? Et si les petites entreprises font faillite et que la classe moyenne se réduit tandis que les prix des denrées alimentaires montent en flèche et que les rayons des épiceries se vident, il est peut-être temps de regarder ce qui se passe chez nos amis d'Asie et d'Europe et de décider si la voie qu'ils suivent est la bonne. Il y a un groupe de personnes qui pensent faire tout ce qui est bon pour la nature et qui s'opposent aux agriculteurs. Et pourquoi? J'en sais rien. Parce qu'ils pensent que vous faites tout de travers. Juste avant de terminer ce film, nous avons reçu un message vocal de Martin nous donnant des nouvelles des Pays-Bas. Bonjour, comment allez-vous? Tristement, très tristement, dans le quartier, 6 personnes se sont suicidées parce qu'elles ne voyaient pas comment continuer. La plupart sont des éleveurs de vaches. Oui, le gouvernement hollandais est fou. Ils sont complètement fous. J'espère que vous pourrez parler dans votre histoire de la colère et du fait que les gens ne savent pas quoi faire et qu'ils finissent par perdre la vie et tout le reste. Oui, vous pouvez le dire au monde entier. Si tant de gens s'intéressent soudain à ce qui se passe aux Pays-Bas, c'est parce que les politiques qui sont mises en œuvre sont très similaires ailleurs. En fait, elles reflètent littéralement les politiques mises en œuvre ici aux États-Unis. Je suis votre hôte, Roman de Epoch Time. Restez informés et surtout, restez libres. Le 15 mars 2023, le parti BBB, soutenu par les agriculteurs hollandais, a remporté 15 sièges aux élections provinciales, donnant ainsi aux agriculteurs néerlandais le pouvoir de bloquer les réglementations environnementales strictes du gouvernement. Un mois plus tard, la Commission européenne a approuvé 2 plans néerlandais d'une valeur de 1,47 milliard d'euros visant à racheter des éleveurs de bétail afin de réduire la pollution par l'azote. Le gouvernement néerlandais a déclaré qu'il prévoyait d'acheter de force et de fermer 3000 exploitations pour se conformer au mandat de l'Union européenne en matière d'émissions. L'économie sri-lankaise s'est contractée de 8% en 2022. Après 13 années consécutives d'excédent de riz, le pays a de nouveau été contraint d'importer sa principale denrée de base pour nourrir la nation. Le nouveau gouvernement sri-lankais a pris des initiatives pour fournir des engrais synthétiques au secteur agricole et le pays est maintenant dans une phase de redressement. Les travaux de démantèlement du barrage Iron Gate sur la rivière Klamath ont commencé en mai 2023. La suppression totale du barrage devrait être achevée à la fin de l'année 2024. Malgré un hiver spectaculaire de pluie et de neige en Californie du Nord, le ranch de Debbie dispose aujourd'hui de moins d'eau que lorsque sa famille a acheté les terres il y a 40 ans. Le 23 mai 2023, Theodora a écrit une lettre au gouverneur Newsom de Californie pour lui demander d'annuler sa proclamation d'urgence sur la sécheresse de 2021, qui demandait aux agriculteurs et aux éleveurs de la vallée de Scott de réduire leur consommation d'eau souterraine. Toutefois, le gouverneur maintient sa vigilance.
Les conditions ont radicalement changé dans l'ensemble de l'État, mais pas suffisamment dans des endroits comme Klamath et autour du bassin du fleuve Colorado pour appeler à la fin de la sécheresse en Californie. 4 espèces d'insectes ont été approuvées par l'Union européenne pour la consommation humaine. De nombreuses autres espèces sont en attente d'approbation et seront probablement disponibles l'année prochaine. Et maintenant, nous avons Ninky Koopman, une agricultrice avec 80 vaches. C'est difficile. Je ne sais plus vraiment comment parler à ce gouvernement parce qu'il n'écoute pas. En fait, ce n'est plus une démocratie en Hollande. C'est ce que je ressens. C'est pour cela que je fais de la politique. S'ils veulent vous priver de votre liberté, ils vous priveront de votre nourriture. Voyez-vous un espoir pour la situation? Oui, bien sûr, oui. Pas d'agriculteurs, pas de nourriture, ils le sauront. Alors oui, nous devons continuer à nous battre pour cela. Et oui, nous avons le meilleur métier du monde. Merci beaucoup d'avoir regardé ce film et d'avoir fait ce voyage avec nous. Pour être honnête avec vous, lorsque nous avons commencé ce projet, nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre. Nous savions qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement alimentaire et que de nombreux agriculteurs dans le monde avaient de gros problèmes. Mais nous ne savions pas à quel point la situation était vraiment grave. Et les agriculteurs que nous avons pu présenter dans ce documentaire, aussi puissantes que soient leurs histoires, chacun représente un millier, 10 000 autres agriculteurs que nous n'avons pas pu présenter. Mais leurs histoires sont tout aussi déchirantes et aussi terribles. Les Américains, les Néerlandais risquent de perdre leurs terres générationnelles et leurs entreprises, qui appartiennent à leurs familles depuis 5 ou 6 générations et qui deviendront la propriété du gouvernement. Dans d'autres pays, comme le Sri Lanka, les gens meurent de faim à cause de ces politiques gouvernementales. Et pour être honnête avec vous, l'une des choses les plus déchirantes pour moi au cours de ce voyage a été de parler à ces agriculteurs et de recueillir leur histoire. Et c'était tellement difficile à écouter. Ensuite, nous nous rendions en ville et parlions aux habitants, en particulier aux jeunes, et ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Nous leur posions des questions sur les politiques relatives à l'azote ou au climat, ou sur d'autres politiques liées à l'eau. Et non seulement ils ne savaient pas ce qui se passait, mais ils se rangeaient naturellement du côté du gouvernement. Ils pensaient naturellement que mettre ces agriculteurs en faillite serait le prix à payer pour sauver la planète. Et quand j'ai entendu cela, pour être honnête avec vous, j'ai vraiment eu l'impression que c'était l'armement de la compassion. Ces institutions mondialistes profitent du souhait et du désir des gens d'être bons et d'aider les autres, et elles s'en servent pour faire avancer leurs programmes, quels qu'ils soient. C'est ce qui m'a le plus brisé le cœur. Et pour être franc avec vous, nous avons au moins pu réaliser ce projet et permettre à ces agriculteurs de s'adresser au monde entier par le biais de ce documentaire. Je vous remercie donc d'avoir regardé ce documentaire. Si vous pouvez le partager avec le plus grand nombre de personnes possible, nous avons créé une page spéciale. Vous pouvez soit scanner ce code QR, soit vous rendre sur le site web que vous voyez en ce moment à l'écran. Grâce à cette page web, vous pouvez partager ce documentaire avec vos amis, votre famille, vos collègues, vos voisins, votre communauté et même vos ennemis, afin qu'ils sachent vraiment ce qui se passe. C'est la seule façon d'éviter que le prochain grand bond en avant ne se traduise par une famine et une catastrophe mondiale qui coûteront la vie à des millions de personnes. Car écoutez, que s'est-il passé en Chine avec le grand bond en avant? Ces politiques semblaient excellentes sur le papier. Personne n'était convaincu qu'il fallait faire un grand bond en avant et tuer 50 millions de personnes. C'est pourtant ce qui s'est passé, malheureusement, après avoir creusé cet agenda nous-mêmes. C'est peut-être ce qui se passera ici, où ces politiques qui semblaient si bonnes, si justes, si nobles et si compatissantes aboutiront à une famine mondiale. Et je déteste le dire, mais il y a des forces dans ce monde qui pensent que c'est une bonne idée. Quel meilleur moyen de revenir à la nature que s'il y avait moins de monde? Je vous invite donc à vous rendre sur ce site web et à partager ce documentaire avec vos amis et votre famille. Sur ce site, il y a 2 options. Vous pouvez simplement la partager avec eux ou vous pouvez le faire fructifier. Vous pouvez les abonner en indiquant simplement leur adresse électronique. Ils seront agréablement surpris, j'en suis sûr. Et s'il vous plaît, partagez ce documentaire avec le plus grand nombre de personnes possible parce que cette information doit être vue par tout le monde dans le monde entier.